en allant à leur rencontre, là, j'ai su que j'étais revenue à la maison. J'ai su que j'étais chez moi. Et je me suis sentie accueillie sur la terre sacrée, donc dans le cœur du monde, El Corazón del Mundo. J'ai été accueillie par les esprits de la nature. Je dis ça parce que je me vois encore sortir de cette Jeep, de regarder autour de moi et de sentir toute la nature se pencher vers moi en me disant « Qui es-tu, toi ?» Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Chers amis, bienvenue, des belles histoires, des histoires de vie, des tranches de vie, voilà ce que l'on vous raconte régulièrement dans ces émissions et en particulier dans les rencontres sur ABC Talk. Et je suis très heureux d'accueillir Claudia Arredondo, je l'ai bien dit ? C'est bien ça. Bah, bonjour Claudia. Bonjour, merci beaucoup. Tout droit venu de la Belgique ? Exactement. Voilà, avec un nom qui ne sonne pas nécessairement belge. C'est tout à fait ça. Voilà, et il y a une résonance avec votre histoire. Bien sûr. Et on va raconter tout cela, bien entendu. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui ? Comme une artiste ? Comme une thérapeute ? Je pourrais dire que je suis un petit peu au carrefour de toutes ces définitions-là. Donc, je suis artiste intuitive, je suis art-thérapeute, accompagnante, et puis pourquoi pas femme médecine aussi, oui. Ouais, femme médecine. Oui, Parce que vous êtes allé rechercher très très loin cette validation de femme médecine ? Absolument, et je pense que c'est venu à moi d'une manière assez étonnante. Et j'ai envie de dire que c'était peut-être déjà là depuis le début, et au final... C'est la médecine ancestrale qui est venue me chercher, j'ai envie de dire. On va raconter tout ça, c'est intéressant, bien sûr. Alors, quand on regarde le titre, c'est « Ma peinture est devenue un canal ». Quand vous êtes artiste, vous êtes peintre. Et alors, ce qui est étonnant, quand on connaît votre histoire et qu'on la parcourt, c'est une séance d'hypnose qui va révéler beaucoup de choses, l'hypnose quantique en particulier. Mais ce qui est fou, c'est que vous auriez pu être hypnothérapeute. Quelque part. Oui. C'est-à-dire que cette séance d'hypnose que vous allez vivre est tellement puissante que vous auriez pu se dire « Mais attends, ce qui a été valable pour moi, est-ce que ça m'a permis de découvrir dans mon histoire ? Je peux éventuellement le mettre en pratique pour d'autres ?» Oui, tout à fait. C'est une séance qui a complètement bouleversé ma vie, qui a bousculé les codes, j'ai envie de dire, et qui a amené vraiment ce qu'on pourrait appeler au jour d'aujourd'hui des confirmations, qui étaient quelque part en moi depuis toujours. Et au final, cette séance est venue au bon moment, lorsque j'avais envie de savoir vers quoi je devais réellement aller après un parcours de 8 ans en tant qu'art-thérapeute. Et cette séance d'hypnose a été juste extraordinaire. Voilà, une hypnose quantique. Qu'est-ce qu'elle révèle ? Alors, qu'est-ce qu'elle a révélé cette hypnose, en fait ? C'est bien simple. Elle est venue ouvrir un canal entre moi et mon âme. Je peux dire clairement que c'est ça. Alors au départ, c'était une façon de me relier à ma part divine, à ma divinité. C'est pourquoi c'est ainsi que se déroule ce type de séance. On parle à sa divinité. Et à un moment donné, dans cette séance, je pose cette question qui est « Mais qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui qui soit en résonance avec ce que je suis ?» Et là, j'ai entendu une voix intérieure qui non seulement m'a parlé, mais m'a montré aussi une peinture acrylique extraordinaire, sublime, lumineuse, et qui m'a dit « Claudia, fais de la peinture de l'âme, parce que les couleurs ont une fréquence de guérison qui vont pouvoir accompagner l'humain dans sa transformation. » Mais est-ce que ça veut dire que la peinture n'était pas une discipline que vous mettiez en pratique en tant qu'art-thérapeute ? Alors aussi étrangement que ça puisse paraître, il faut savoir qu'en tant qu'art-thérapeute, j'utilise différents médias, l'écriture, la sculpture, la mise en scène par des jeux de rôle, le collage, et la peinture faisait partie d'un de mes médias. Mais ce qui est très très fort, c'est que cette peinture, finalement, elle est arrivée dans ma vie dès mon plus jeune âge. Et cette peinture que j'avais peut-être pas mis en sourdine, mais que je n'avais pas toujours mis en avant, est revenue pleinement, amplement dans cette hypnose où on m'a clairement invité de reprendre les pinceaux, mais pour aller connecter à une dimension de l'être qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde que je ne pouvais y accéder jusqu'à présent en tant qu'art-thérapeute.
Alors, c'était un voyage intense, profond, remuant aussi. « 3 minutes pour finir de nettoyer. Et après, on vous allonge. » Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez. C'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe, et là je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille. Et ça c'est top. Plus en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme. Est-ce que vous avez réussi à reproduire le tableau que vous avez vu pendant la séance d'hypnose? Alors, j'ai envie de dire que oui, parce que finalement... C'est pas celui-là, hein. Alors, c'est pas celui-là. Maintenant, c'est étonnant que vous mettiez cette image, parce qu'il faut savoir que ce vortex, alors incroyable, mais il n'y a pas de hasard, hein, vous savez bien, ce vortex, il m'est apparu juste avant l'hypnose. Donc, ce que vous voyez là m'est apparu en violet, exactement de la même manière avant de démarrer l'hypnose. Ensuite, durant l'hypnose, il y a eu effectivement une peinture acrylique qui est apparue, de plein de couleurs, de toutes les couleurs. Et ensuite, évidemment, j'ai tenté non pas de le reproduire, mais de le vivre dans le corps, de ce que j'avais vu. Et évidemment, comme j'accompagne d'autres personnes dans peinture intuitive, eh bien, j'ai revu cette peinture à plusieurs reprises au travers des toiles des participants. Et j'ai envie de préciser par rapport à cette hypnose incroyable, c'est que juste après la séance d'hypnose, la thérapeute m'a tendu un jeu de cartes, Omrazaï, de Marie-Christine Chambon, qui fait de la peinture de l'âme. Et d'ailleurs, je pense que ce jeu de cartes-là n'était pas là par hasard. Et lorsque j'ai tiré la carte, en fait, il s'agissait exactement de la même peinture acrylique que j'avais vue en visualisation, en canalisation. Et là, en tirant cette carte, d'ailleurs qui s'appelle le principe féminin, j'ai compris que c'était juste et je me suis dit, il y a quelque chose vraiment à déployer, à mettre en place, parce que c'est mon cœur et mon âme tremblent. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette séance, qu'est-ce qu'elle a modifié en vous, en tant qu'art thérapeute? Est-ce que vous vous concentrez beaucoup plus, du coup, sur ce média que vous appelez la peinture, plutôt qu'un autre support? Alors, effectivement, maintenant, c'est vrai que je suis amenée à faire d'autres ateliers, mais cette peinture, elle m'a aussi ouvert la porte à toutes les dimensions de mon être. Donc je pense que j'y avais accès, mais en même temps, je ne me l'autorisais pas, je ne me donnais pas la permission. Pourquoi? Parce que, voilà, des croyances, la peur aussi de l'inconnu, la peur d'être dans le faux. Et au final, cette peinture, elle m'a réellement invitée à ouvrir la porte entre les deux mondes. Elle m'invite non seulement à être dans la créativité, à me connecter à l'enfant intérieur, mais pas que, à mon âme, mais en plus de ça, à ouvrir un champ vers d'autres mondes subtils que j'intègre pleinement au jour d'aujourd'hui dans ma pratique d'art thérapeute. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, je suis passée d'art thérapeute classique à une art thérapeute qui est pleinement dans l'énergétique et dans la connexion avec les différents plans. Alors, en termes de support, à part la peinture, et en tant qu'art thérapeute, qu'est-ce que vous utilisez d'autre ?
Alors aujourd'hui, je dessine aussi au crayon, hein, je dessine des portraits, bien entendu. L'écriture automatique, très clairement, l'écriture intuitive, hein, puisque finalement, cette peinture de l'âme m'invite aussi à poser des mots de l'âme, et c'est ce que nous faisons en atelier. On peint, on se connecte à quelque chose de plus grand, mais ensuite je fais parler les toiles, et je demande à chacun et chacune, et aujourd'hui, si la toile devait te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait ? Et c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire qu'il va y avoir ce syndrome de la page blanche. Mais non, en fait, chaque participant va spontanément écrire quelque chose de complètement intuitif, guidé, automatique. Et là, non seulement on vit une expérience de peinture intuitive, mais en plus de ça, on vit une expérience d'écriture automatique ou intuitive. Et l'écrit et les mots vont résonner en chacun d'entre eux. C'est magique, c'est incroyable. Et on n'a pas besoin d'être un Picasso. Mais c'est ça qui est formidable, en fait, parce qu'au final, on arrive avec beaucoup de résistance en atelier de peinture, en se disant, mais en fait, moi, je n'ai aucune technique. Et on ressort avec la conviction que son âme sait. Et qu'à travers la connaissance, j'ai envie de dire l'apprentissage que chaque participant a vécu, là, dans cet instant, on s'est rendu compte que la part artistique de l'enfant que nous avons en nous est toujours là. Donc au final, et c'est très étonnant, c'est de se rendre compte qu'on part du principe qu'on ne sait pas peindre, et puis les lumières s'éteignent parce que je fais peindre dans le noir. Ah bon ? Voilà, je fais peindre dans le noir, il y a juste une petite bougie qui est placée devant chaque participant, c'est la particularité de cette expérience, et c'est aussi pour brouiller les pistes, hein, et pour lâcher prise. Il y a un côté mystique à bloc. Il y a un côté mystique à bloc, il y a une ambiance qui se crée, il y a des énergies subtiles qui nous rejoignent, et surtout, on ne voit pas ce qu'on peint. Pas forcément comme on aimerait le voir. Donc on lâche prise, on lâche les résistances, on lâche le côté perfectionniste, on est obligé de faire confiance aux traits, au mouvement, et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rallume la lumière, à mon sens, ce sont des œuvres d'âme. Des œuvres d'art, mais des œuvres d'âme. Et bon nombre de mes participants sont estomaqués de ce qui est venu se déposer durant la toile pendant 30 minutes, alors qu'au départ, il prétendait ne pas savoir peindre. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est effectivement comment dirais-je, le cadre que vous installez pour qu'on soit dans ce lâcher-prise total, hein, on a bien compris, peindre dans le noir juste à la bougie, comme on dit. Mais c'est surtout le décryptage que vous faites de la peinture derrière. C'est-à-dire, une fois qu'on rallume les lumières et qu'on voit l'œuvre, ce qui a été fait, on doit passer parfois du gribouillis, du simple... placardé à quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus subtil. Donc, la difficulté, c'est de se dire comment apprendre à lire, à décrypter ce que la peinture nous révèle. Alors, il faut savoir qu'en art-thérapie, il y a un processus, il y a un principe qui raconte que rien ne se joue dans le résultat, mais tout se joue dans ce qui se passe durant l'expérience ou durant le processus. Ah, c'est le pendant. C'est pendant. C'est pas l'après. C'est pas l'après. Donc, le résultat ne compte pas. C'est le processus qui compte. Mais alors, pour le coup, j'ai eu un peu de mal à saisir l'idée, hein, bien que je suis dans l'accompagnement depuis quelques années quand même, depuis plus de 8 ans. Mais alors, de le vivre comme ça dans une expérience intuitive, plongé dans le noir, je peux vous assurer qu'il se passe 1000 choses en termes d'émotionnel, en termes de connexion avec le monde subtil, en termes de ce qui va venir vibrer à l'intérieur de chaque participant. Il y a un voyage intérieur qui se produit en fait. Ce n'est pas qu'une rencontre avec le pinceau et l'acrylique, c'est aussi une rencontre avec soi. À savoir que je démarre cette expérience par une méditation qui va les plonger dans un état modifié de conscience. J'induis justement un voyage à la rencontre de leur âme. Et à partir de là, j'ai envie de dire, il se passe déjà plein de choses. Il y a des messages qui apparaissent, il y a des images qui apparaissent. Et puis ces images ont peut-être envie de prendre vie sur la toile. Donc certains participants essayent de reproduire l'image qu'ils ont eue en méditation. Ou bien durant l'expérience, il y a une émotion qui est remontée, il y a un ancêtre qui est venu, il y a un père, une mère, un enfant qui est venu déposer sa main sur la sienne. Et puis quand on allume la lumière, quand on fait lumière, eh bien oui, en fait, on comprend que ce n'est pas le résultat qui importe, c'est surtout le voyage qui s'est passé durant cette expérience de peinture intuitive. La difficulté aussi, c'est que ce pendant, donc c'est pas l'avant, c'est pas l'après, c'est le pendant, l'expérience intuitive, donc, c'est d'en garder encore les souvenirs. C'est-à-dire qu'une fois que... Alors certes, il y a la peinture, certes, il y a l'exercice qui a été fait,
Mais si tout se passe dans le pendant, c'est-à-dire dans le mouvement et dans la réalisation de cette peinture, une fois que la lumière s'allume, on arrête. Et l'idée, c'est vite de conserver les informations qu'on a pu vivre et ressentir. C'est ça la difficulté peut-être. Alors j'ai presque l'impression que finalement, il n'y a aucun oubli de l'expérience qui a été vécue pendant. J'ai presque envie d'associer ça à une mini expérience de mort imminente. Je pèse les mots en disant ça parce que il y a des instants où il se passe tellement de choses extraordinaires et de rencontres extraordinaires durant cette expérience que c'est marqué à tout jamais dans les mémoires. Et on n'oublie pas ce qui s'est produit durant l'expérience. Il y a eu des décorporations, il y a eu des voyages astraux, il y a eu aussi des rencontres avec les guides, des rencontres subjectives avec des personnes décédées, avec l'émotion qui accompagne justement ces expériences. Et au final, effectivement, comme vous le dites, on en garde une trace. On en garde une trace presque tangible de cette rencontre parce que la photo est là, imprégnée sur cette toile, parce que l'émotion y est également. La peinture devient un objet de guérison ou de communication subtile entre ces rencontres qui se sont déroulées durant l'expérience et puis le participant. Et puis, il y a les écrits qui restent, puisqu'on écrit aussi derrière la toile. Mais au final, je me rends compte que lorsque j'en discute après avec des participants qui viennent et puis qui reviennent vivre ces expériences à différents carrefours de leur vie, en fait, ils n'ont rien oublié. Parce que l'expérience a tellement été prégnante et puissante durant les 30 minutes de peinture que c'est gravé là un peu comme un rêve indélébile. Et c'est étonnant aussi de se rendre compte de ça. Quoi. Alors on va voir, on va raconter, restez bien avec nous surtout parce que vous allez comprendre pourquoi Claudia est devenue l'art-thérapeute qu'elle est. Et encore, j'ai le sentiment qu'art-thérapeute extrêmement réducteur, ça va bien au-delà de votre histoire, va bien au-delà de l'art-thérapie pure. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Racontez-nous une histoire au travers de quelque chose, d'une séance que vous avez vécue avec des gens qui sont venus faire un atelier qui vous a profondément marqué, avec quelqu'un qui a une espèce de révélation comme ça parce que il a fait cette séance dans le noir, cette séance de peinture, et que quelque chose en ressort de très puissant avec donc pour le coup un avant et un après dans sa vie. Je pense notamment à une dame qui alors c'est étonnant parce que je vais vous parler d'elle alors qu'elle n'a pas forcément peint, bien qu'elle ait déjà peint en peinture de l'âme avec moi. Bon, déjà là, c'était assez fort parce qu'elle a peint un ange. Et déjà dans cette rencontre avec l'ange, il y a eu quelque chose de très puissant. Elle s'est rendue compte qu'au final, elle n'était pas... elle était beaucoup plus vaste qu'elle n'imaginait être. Elle s'est dit, waouh, j'ai rencontré un ange qui semblait être moi. Donc c'était déjà très très fort. Mais je me rappelle de cette expérience dont je vais vous parler parce que il y a eu un avant, il y a eu effectivement un après. Elle était à mes côtés, et elle m'a ramené 6 belles femmes sur un chemin de réorientation justement. Et elle a offert à ces 6 belles femmes une expérience de peinture de l'âme. Donc nous avons vécu ça avec le processus habituel. Sauf qu'à un moment donné, elle est venue donc elle m'a rejoint, parce qu'elle était à mes côtés. Là, on est dans le noir. On est dans le noir. On est dans le noir. On est dans le noir et on n'est pas dans le silence. Je tiens à le préciser parce qu'il y a de la musique. Il y a de la musique, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une ambiance musicale qui est là pour augmenter les fréquences vibratoires, pour éveiller les sens. Évidemment, ouvrir son cœur. Donc, ce sont des musiques qui sont des musiques orchestrales, généralement. Et à un moment donné, elle s'arrête devant moi et elle tombe dans mes bras, elle se met à pleurer. Et là, je m'inquiète parce que finalement, il faut savoir que dans ces expériences, je suis spectatrice, je suis observatrice de tout ce qui se joue là devant moi. Et je suis observatrice émerveillée, finalement. Je garde cet émerveillement face à tout ce qui est là et qui se produit. Et elle tombe dans mes bras, elle pleure. Et au final, à la fin de la séance, elle me dit, écoute, j'ai vécu une expérience incroyable. Je ne sais pas si c'était une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si c'était une expérience de décorporation. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans un autre plan. J'ai vu mes guides, mes ancêtres, je ne sais pas, des personnes qui avaient un certain charisme, un certain pouvoir et tellement de sagesse. Et je les ai vus comme je te vois. Et en même temps, ils étaient là face à moi et ils m'ont mis en confiance sur la voie que j'étais en train d'accomplir dans mon existence. Elle accompagne des femmes, donc c'était une confirmation de ces guides.
Mais ce qui l'a fort troublée, c'est le fait que c'était une expérience réelle. Elle a réintégré son corps, ça n'a duré que quelques secondes. Et pour elle, ça a été un déclic et une révélation extrêmement profonde. Est-ce que pendant qu'elle vit ça, qu'on pourrait considérer comme une décorporation, par exemple, ou un voyage astral, est-ce qu'elle continue à peindre? Elle est toujours en train de peindre à ce moment-là ou pas? Alors, étrangement, elle ne peignait pas. C'est ça qui est étonnant. Okay. C'est ça qui est étonnant. Elle faisait le tour des participantes. C'est ça, ok. Participantes qui, pour la plupart, étaient plongées dans leur peinture, d'autres qui étaient en transe. Et on voit que l'état n'est pas du tout le même qu'en état de conscience habituel. Donc, on les voit en transe. On les voit pleurer devant la toile. Il s'est passé quelque chose. On en voit pleurer aussi, souvent lié à une rencontre. Et au final, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a une porte qui s'est ouverte, un portail qui s'est suffisamment ouvert que pour elle, qui ne peignait pas, vive cette expérience aussi pour elle-même. Elle n'était pas là pour ça à la base. Et cette ambiance... C'est l'égrégore qui se crée. L'égrégore s'est créé, bien sûr, exactement. Donc effectivement, vous le soulignez bien parce que ça crée un égrégore qui a un impact profond sur les uns et sur les autres. Même si, évidemment, c'est un travail individuel, mais au final, on sent que ça agit sur les uns et sur les autres. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que ça agit sur l'accompagnante qui était là avec moi et qui a révélé des choses qui avaient déjà été annoncées une précédente fois quand elle a vécu elle-même une peinture de l'âme et qu'elle a dessiné un ange. Donc tout corroborait finalement. Cette rencontre avec l'ange dans une première séance, et puis cette rencontre énorme, j'ai presque envie de dire cataclysmique avec ses guides, le jour où elle propose aux femmes qu'elle accompagne de vivre cette expérience. Là, ça a été quelque chose de fort. Ah bien, l'après, ça a été une affirmation d'elle-même, une confirmation de sa mission de vie, d'une certaine manière. Alors si elle avait encore des doutes, j'ai envie de dire que là, les doutes s'étaient écartés par cette simple rencontre céleste qui n'a duré que quelques secondes à la lueur des bougies. Au travers de l'art-thérapie que vous proposez, et notamment de ce média que vous appelez la peinture, et donc d'ailleurs vous avez une belle expression, vous dites que c'est une peinture de l'âme, non, comment vous dites? Peinture de l'âme. Une peinture de l'âme, oui. C'est ça. C'est le support le plus puissant pour vous au travers du panel de tout ce que vous pouvez proposer dans l'art-thérapie? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui. C'est le support, à mon sens, en art-thérapie, évidemment. C'est le support le plus puissant. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'il se connecte à une part de soi auquel on n'a pas toujours accès. C'est l'âme. Ouais. C'est voir le soi supérieur. Et ça vient laisser une empreinte. C'est comme si l'âme, au jour d'aujourd'hui, avait, par le biais de la peinture, la capacité de venir vous glisser un message coloré, impactant, important, parce qu'il faut savoir aussi que chaque couleur a une énergie aussi. Donc on travaille avec le spectre des couleurs, on va choisir les couleurs que l'on va poser sur sa palette en confiance et en conscience d'une intention qu'on va porter avant. Et si par exemple on a envie de travailler l'ancrage, on va peut-être venir ajouter des touches de rouge. Si on a envie d'ajouter de la guérison, on va ajouter des touches de vert. Donc on choisit aussi à l'avance, et là non pas dans l'obscurité, on le fait avant, au préalable, des couleurs mais qui ont du sens et qui ont une fréquence vibratoire qui va agir sur un plan physique ou psychique. Donc il y a déjà ce travail en amont qui s'opère. Et une fois qu'on termine on termine cette expérience, on repart avec un message de l'âme ou des âmes. Et en plus de ça, on a un objet de guérison qu'on va pouvoir installer chez soi dans un lieu, un lieu qui est important, un lieu qui a du sens, afin d'être dans un processus aussi de transformation, de guérison par la fréquence vibratoire des couleurs. Il doit y en avoir à foison chez vous. Oui. Alors c'est formidable parce que ça éveille des vocations. Et j'en suis très honorée. Au travers de ces peintures, d'autres belles âmes se sont révélées. Des âmes qui n'ont jamais osé sortir les pinceaux et qui pourtant ont des dons incroyables. Des âmes qui, du jour au lendemain, ont décidé de se révéler et qui, au jour d'aujourd'hui, sont devenues des peintres qui font des expositions, qui vendent des toiles, qui se donnent la permission d'être pleinement à l'écoute de leur âme et dans la transmission des messages au travers de la peinture. Alors, revenons un peu sur vous et votre histoire. Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est assez incroyable.
avant cette séance d'hypnose qui a quand même révélé beaucoup de choses chez vous, cette hypnose quantique que vous avez pratiquée, vous avez travaillé comme infographiste pendant une quinzaine d'années. C'est ça. Et il s'est passé quand même des choses dans votre vie parce qu'effectivement, alors vous êtes né dans les rues de Colombie. Oui, tout à fait. Vous avez été adopté. Oui. Donc, vous parlez d'ailleurs dans la préparation de l'émission de la blessure de l'abandon. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui s'est retranscrit dans vos peintures, dans votre façon de procéder, dans votre façon de vivre. Comment vous l'avez... Alors, comment vous pouvez affirmer la blessure d'abandon? Alors aujourd'hui, la blessure de l'abandon, c'est quand même une blessure qui a été j'ai envie de dire, une adversaire et une alliée en même temps, durant toute mon existence. J'ai dû apprivoiser cette blessure, parce que la blessure de l'abandon, de la blessure de l'abandon, on n'en guérit jamais. On ne guérit pas cette blessure. On la transcende. On en fait une force, un pont, un chemin vers la résilience. Et cette blessure de l'abandon est venue à moi pour justement me connecter à cette résilience. Alors, comme j'aime à le dire dans tous mes ateliers, aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis née dans les rues de Colombie. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai été abandonnée. Alors, ça paraît très paradoxal de pouvoir dire à son public je remercie tous les jours ma mère de m'avoir abandonnée. Ce pilier qui m'a manqué finalement toute ma vie, parce que oui, j'ai une mère adoptive et puis finalement, je n'ai quand même pas eu de repère biologique, donc d'une certaine manière, la pièce du puzzle a quelque part toujours manqué. Mais merci vraiment de m'avoir fait traverser ce désert où, par blessure de l'abandon, j'ai endossé des rôles, des personnages qui ne m'allaient pas du tout, pour au final me rendre compte qu'il était grand temps de me dépouiller, de me déstructurer, justement, et de revenir à qui j'étais pour embrasser pleinement cette blessure, accueillir ma vulnérabilité, évidemment, et surtout me rendre compte que je ne suis certainement pas définie par une blessure d'abandon, que je suis définie pour la personne que je suis aujourd'hui. Alors, pour faire un lien avec, évidemment, les peintures que je crée ou que j'invite à créer, ben c'est certainement ça, c'est ça le message, c'est abandonnez-vous. Abandonnez-vous à la toile, abandonnez-vous à la page blanche, accueillez finalement cette partie de vous qui est sombre, dans l'obscurité, qui fait appel à vos blessures peut-être d'abandon, voire d'injustice ou de non-contrôle, d'insécurité, on va dire ça comme ça, et accueillez ce que cette vulnérabilité qui vous habite a envie de vous raconter. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Alors, et alors, dans votre histoire, vous dites que, en fait, vous apprenez vers l'âge de 6 ans que vous avez été adopté. Oui. Et là, évidemment, on imagine que c'est un chamboulement. Complètement. Quand même, pour le coup. Voilà. Oui. Et est-ce que on sent quand même, dans votre histoire encore, il y a un élément qui est fondamental, c'est l'écriture. Oui. Parce que vous avez écrit un premier roman à l'âge de 12 ans. Oui. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on sent que l'exutoire artistique, il commence déjà dès l'âge de 10-12 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, à l'âge de 6 ans, on me met un album sous les yeux et on me dit, là, la veille de Noël, je m'en rappelle comme si c'était hier, comme quoi il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Surtout celui-là, en plus. Surtout celui-là. Bien sûr. Un événement qui allait peut-être une énième fois faire basculer ma vie, mon monde. Voilà, ma mère me tend cet album et elle me dit, ben voilà, tu es née dans ce pays au bout du monde. Effectivement, je me penche, je vois des photos de nature, de montagnes, de petits villages, de personnes au teint basané, et je me dis, mais quoi? Où? Mais elle me dit, mais oui, tu es née là, en Colombie. Alors c'était sa façon à elle de m'annoncer que j'avais été adoptée, parce qu'elle me dit, mais tu sais, Claudia, en fait, tu n'es pas née dans mon ventre, tu n'as pas été conçue dans mon ventre, c'est une autre maman, une maman qui vient de ce pays, qui t'a mise au monde. Mais quel est le but de dire ça? Pourquoi moi je suis... évidemment, tout ça est respectable, il n'y a aucun jugement de ma part. Oui. Mais quel est l'intérêt de dire ça? Vous êtes heureuse, vous avez vos parents, adoptifs ou pas, sont vos parents. Oui. Pourquoi Je pense que... Alors, je le dis parce que aujourd'hui, je collabore avec différentes associations et organismes d'adoption et de post-adoption. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on
on tend vraiment à être dans l'authenticité avec son enfant dès que c'est possible, dès le plus jeune âge. Parce qu'à un moment donné, l'enfant va se poser des questions, va vouloir comprendre d'où il vient. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on le fait avec beaucoup plus de délicatesse, de tact, et je suis amenée à faire des ateliers d'écriture métaphorique avec des parents qui sont en attente d'adoption ou des parents qui ont adopté des enfants pour expliquer comment raconter l'histoire de son enfant sans que ça soit frontal, donc par la métaphore, par le conte. C'est beaucoup plus doux. Bon là, évidemment, on n'y est pas allé de main morte, quoi. Voilà. En 1989, évidemment, à ce moment-là, les parents n'ont pas tous les outils. Je pense qu'à ce moment-là, elle a fait ce que son cœur lui dictait, sans penser qu'il pourrait y avoir quelconque dommage psychologique. Il n'y a pas eu. Alors, il y aurait pu, effectivement, parce que comme vous dites, c'est frontal. D'un coup, de se rendre compte du jour au lendemain qu'en réalité, on vient pas de Belgique, parce que sur le coup, on ne le conscientise pas quand on a 6 ans. Bien sûr. On ne se sent pas forcément différente des autres, voilà. Et en même temps, oui, là, il se passe une bascule qui aurait pu finalement me faire plonger dans des peurs, des doutes. La honte, voilà. En tout cas, beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Bien sûr. Et au final, c'est ce qui s'est un peu produit, sauf que moi, j'ai retourné ça à ma sauce. C'est ça qui est génial. C'est qu'à la place de m'effondrer, à la place de douter, à la place de me renfermer, c'est là que finalement toute l'histoire commence. J'ai pris une feuille blanche. Enfin, ma mère m'a tendu une feuille blanche, des pinceaux, des crayons, des marqueurs. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas d'où je viens, s'il y a ce vide immense là derrière moi, alors aujourd'hui, je vais devenir tout ce que je veux être sur cette toile. Et j'ai commencé donc à dessiner, à peindre, à m'inventer différents personnages, puisque finalement, la chance de ne pas savoir qui on était, c'est qu'on pouvait clairement endosser tous les rôles, et c'est ce que je me suis autorisée à faire par le biais de l'imaginaire. Et ensuite, à partir du moment où j'ai pu écrire, je me suis mise effectivement à écrire des récits, des histoires, parce que je me suis rendu compte que là était le dessin et la peinture avaient été salutaires pour moi et m'avaient permis d'avoir accès à mes ressources profondes et justement atténuer les doutes et les peurs. Il a été publié, ce roman ? Alors ce roman, effectivement, L'autre monde a été publié, donc à 12 ans. Je me dis que j'avais envie de raconter des histoires. Je n'avais pas envie de raconter des histoires moralisateurs, on ne se pose pas la question à 12 ans, mais j'avais envie de raconter une histoire qui faisait sens, en tout cas qui, moi, me faisait sens, parce que j'ai vécu dans l'imaginaire et finalement les mondes subtils très tôt, puisque finalement, en me questionnant et en me posant la question de qui je suis, j'ai été me connecter à d'autres plans, finalement sans le savoir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai au fond de moi une mission de transmission. Alors, c'est très curieux de se positionner comme ça à l'âge de 12 ans, mais j'avais envie que l'autre monde soit un conte initiatique qui transmette un message au monde. Et ça m'est venu très clairement comme ça. C'est ça qui est fou. Vous avez quand même, je ne sais pas si... J'allais dire, je ne sais pas si c'est génétique ou pas, mais vous avez une force de caractère quand même, on sent, une détermination, une force de caractère, ou alors peut-être que les événements de votre vie vous ont suffisamment forgé pour que vous puissiez affronter tout ça. Mais il y a cette date d'août 2018. Ouais. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez bien cette histoire. En août 2018, il y a un événement que vous considérez comme un événement assez inexplicable, complètement, absolu, puisque en rentrant chez vous, en voiture, vous allez recevoir une réponse. Une réponse de qui ? De votre maman biologique. Oui. Et votre maman biologique serait décédée en 97. C'est bien ça, effectivement. Racontez-nous ça. Alors, c'est un soir, je quitte une amie... avec qui j'avais discuté longuement. J'étais à un carrefour de ma vie, où j'étais plongée dans le doute de qui suis-je, où vais-je. Oui, c'est ça, existentiel. Existentiel. Donc vraiment dans un moment de peur, un moment de doute finalement. Et je monte dans la voiture, je roule, il pleut des cordes, et je pleure. Et je pleure et je hurle. Parce que je suis emportée par l'injustice de mon état, à ce moment-là, de mon état d'être. Et je crie son nom
parce que je sais qu'elle est décédée en 97 et je crie son nom et je dis « Maman, si tu m'entends, si tu es là, j'ai besoin de savoir où aller. J'ai besoin que tu me guides parce que là, je ne sais plus où aller. Je suis arrivée à un moment de mon existence où je suis bloquée. Maman, s'il te plaît, que faire, que faire ?» Et je me vois hurler et pleurer. Je me vois ces gouttes d'eau qui s'écrasent sur la vitre. Et puis, à un moment donné, je rentre chez moi. Les portes de la propriété s'ouvrent, c'est une barrière, je rentre. À savoir que je rentre dans un calme absolu, il n'y a pas de bruit. Et puis, je me penche pour ramasser mon sac à main. Et à ce moment-là, la radio se met en route toute seule. Là, je me redresse. Et à la radio, j'entends une chanson que je connais très bien, finalement, qui est d'un chanteur anglo-saxon, je pense, mais voilà, que j'adore. Alors, ce qui est très curieux, c'est que cette chanson-là, je cherchais son titre le matin même, sans arriver à le retrouver. Je ne sais pas, j'étais en train de composer une playlist et j'avais besoin de ce titre dans ma playlist. Allez savoir pourquoi. Comme par hasard, je n'arrivais pas à retrouver ce titre. Puis j'entends cette voix qui résonne. Et c'est en plus de ça une version a cappella. Alors c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas d'instrument, donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc c'est... oh là là, je l'aurais bien dit 100 fois, malheureusement là ça ne me vient pas. Alors le titre c'est You Are the Reason. You Are the Reason, donc ça c'est assez fou. Ça me dit quelque chose, ça. Voilà, je vous invite... Est-ce que vous ne le mettez pas dans la fiche de... C'est vrai que je ne le précise pas. Je l'aurais bien dit 100 fois. Donc, le titre, c'est You Are the Reason. Tu es la raison. Exactement. Il y a eu différentes versions de toute façon. Et alors, les paroles, évidemment en anglais, mais que je comprends très bien. Si j'avais pu traverser les montagnes, grimper les montagnes, traverser les océans pour réparer ce que j'ai brisé, je l'aurais fait. Si j'avais pu mettre la lumière sur l'obscurité, si j'avais pu remonter le temps, je l'aurais fait pour réparer ce que j'ai abîmé. Aujourd'hui, tu me manques et je veux que tu saches que tu en es la raison. Ça me met les frissons. C'est quelque chose. Ça me met les Rien frissons. qu'en vous racontant ça, j'en ai les frissons aussi. Et je peux vous dire que ce jour-là, un moment de ma vie où tout semblait impossible, j'ai regardé le ciel et je me suis dit message reçu. Je sens l'appel. Je sens qu'il y a quelque chose qui me relie à toi, qui est de l'autre côté du voile et que je ne connais pas. En tout cas, vous faites le rapprochement tout de suite. Complètement. En considérant que c'est votre maman biologique. Alors on dit souvent les signes, les signes, on les interprète un peu comme on veut, et souvent on rentre en résonance lorsque c'est juste, mais là ça ne pouvait ne pas être juste, c'était pour moi une évidence, c'était un message, c'était même plus qu'un signe, c'était un signal du destin de me relier justement à ma mère biologique par le biais de mes racines. Et aujourd'hui, la question que je formulais en hurlant dans la voiture, mais guide-moi, montre-moi le chemin, a été justement répondue par cette chanson incroyable et ces mots incroyables qui me disaient, mais oui, si j'avais pu mettre de la lumière sur l'obscurité, je l'aurais fait pleinement. Qu'est-ce que vous allez faire de cet épisode-là ? Alors, qu'est-ce que je fais de ça, en fait ? Alors là aussi, ça me vient, tout naturellement. Quelques semaines après, même pas, quelques jours après, je me mets devant mon ordinateur, je tape recherche d'origine. J'ai envie de vous dire que cette recherche, je l'ai faite il y a 10 ans, enfin 10 ans auparavant. Je l'avais tentée 10 ans auparavant, mais en trouvant des bribes d'informations et sans informations concrètes. Enfin, je dis ça, mais en même temps, ce 10 ans auparavant m'a permis de découvrir que ma mère biologique était décédée en 97. Mais je n'en savais pas plus. Et c'est votre maman adoptive qui vous avait donné son prénom ? Exactement. Alors, il n'y avait pas grand-chose dans le dossier, un nom, un prénom, mon nom à moi et mon prénom à moi, point barre. Ce qui vous a permis de crier son prénom ? Alors, j'ai pu effectivement pendant cette soirée. Voilà, exactement, de crier son prénom, d'écrire son prénom aussi en ligne, finalement, et de me rendre compte qu'il existait des organismes de recherche en Colombie qui permettaient de pouvoir retrouver les familles biologiques. Et ce qui est étonnant, c'est que autant j'avais galéré 10 ans auparavant, autant en 2018... Comme par hasard. Comme pas par hasard, ni une ni deux, j'ai un interlocuteur au bout du mail qui me répond clairement en me disant mais oui, on va ouvrir votre dossier et on va faire les recherches pour vous et on va aller ouvrir la boîte de Pandore finalement et on va découvrir qui vous êtes. Donc ça, c'était incroyable. 12 février 2022, vous prenez un billet d'avion. Exactement. Et vous allez là-bas.
Et je pars là-bas parce qu'entre-temps, 9 mois plus tard, on m'annonce qu'on a retrouvé 2 frères biologiques et une sœur biologique. Évidemment, je tombe à la renverse parce que ces frères ne savent pas que j'existe. Je ne savais pas qu'ils existaient. J'arrive dans leur vie comme un miracle parce qu'on les informe. Voilà, l'organisme rentre en contact avec eux. Ils le prennent bien ? Ah, ils sont bouleversés. À ce moment-là, ils n'arrivent pas à y croire. C'est miraculeux. C'est miraculeux d'autant plus que plus personne ne se parle. La fratrie est explosée par des conflits. Et moi, j'arrive un petit peu comme une graine d'espoir dans leur existence en leur disant « mais non, c'est encore possible ». Alors, ce qui est incroyable, c'est que ma sœur est en stade terminal d'un cancer à ce moment-là. Donc, ma sœur dont j'ignorais l'existence. J'apprends qu'elle est en stade terminal d'un cancer. Et un de mes plus grands cadeaux dans la vie, c'est d'avoir pu finalement rentrer en contact avec cette sœur à l'entrée du Covid, malheureusement. Donc après, je n'ai pas pu prendre l'avion pour lui dire à quel point j'étais heureuse de l'avoir retrouvée, à quel point c'était extraordinaire, à quel point, même sans la connaître, je l'aimais. Et surtout pouvoir lui dire au revoir. Surtout pour lui dire on se retrouvera de l'autre côté. Elle savait qu'elle mourrait. Mais elle ne savait pas qu'elle avait une sœur. Et très symboliquement, elle est décédée le lendemain de mon anniversaire. Et j'ai compris que là, elle me refilait le flambeau. Elle me passait le flambeau pour me dire « Mais maintenant, Claudia, ma sœur, c'est à toi d'écrire l'histoire. » Et effectivement, le 12 février 2022, le cœur rempli de conviction, je prends l'avion pour la première fois de ma vie vers mon pays. Je n'y avais plus mis les pieds depuis 38 ans. Et ça bascule encore puisque je fais à ce moment-là une espèce de parcours de chemin, un peu de chemin de Compostelle personnel. Initiatique, voilà, de parcours initiatique où je vais à la rencontre de mes origines, mais pas que de ma famille biologique puisque l'univers justement me permet de rencontrer, avant de rencontrer ma famille biologique, un peuple extraordinaire qui vit à 3000 mètres d'altitude dans la Sierra Nevada, le peuple des Arhuacos. Les Arhuacos, c'est les Indiens d'Arhuacos. Les Indiens là-bas, voilà. Alors la vie a fait que je me retrouve dans une expédition une semaine avant de rencontrer mes frères. Et là, j'accueille ça mais comme un cadeau extraordinaire parce que ces Indiens-là, je les ai vus en rêve. Je les avais découverts lors d'une émission Rendez-vous en terre inconnue. Et mon espérance, c'était de les rencontrer un jour. Mais alors jamais, au grand jamais, je ne me serais dit un jour, Claudia, la vie va t'amener à les rencontrer avant de rencontrer ta propre famille biologique. C'est magnifique. Alors je vous assure que là, quand on touche la terre sacrée, alors qu'on sait que 5 jours après, on va toucher à une autre terre sacrée qui est la terre de son sang, de sa famille biologique, on sait qu'on est guidé, accompagné, et effectivement, en rencontrant ce peuple, en vibrant à travers leur culture, leur savoir ancestral, en allant à leur rencontre. Là, j'ai su que j'étais revenue à la maison. J'ai su que j'étais chez moi. Et je me suis sentie accueillie sur la terre sacrée, donc dans le cœur du monde, El Corazón del Mundo. J'ai été accueillie par les esprits de la nature. Je dis ça parce que je me vois encore sortir de cette Jeep, de regarder autour de moi et de sentir toute la nature se pencher vers moi en me disant « Qui es-tu, toi ?» Et moi, de m'incliner face à ce qui me dépasse et de leur répondre dans le cœur « Je suis Claudia et je suis venue reconnecter à mes origines. Mais ça devait d'abord passer par vous et j'en suis honorée. » Et c'est d'ailleurs ce que j'ai raconté aux sages qui étaient là, aux mamos. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, et là, honneur de pouvoir partager un feu avec eux et un rituel de libération émotionnelle d'ailleurs, en leur disant, je devais passer par vous, d'abord pour peut-être me libérer de certains bagages, qui sait, peut-être transgénérationnels ou je ne sais pas, mais en tout cas, d'avoir d'une certaine manière votre approbation avant de rencontrer ma famille biologique. Et je revois ce mamo à qui je raconte ça, qui me sourit avec beaucoup d'humilité et d'amour en disant « Mais tu es là où tu dois être, ma fille. Tu es au bon endroit. » Et cette rencontre avec les Arhuacos a été aussi cataclysmique que la rencontre avec ma famille biologique, puisque j'ai eu le sentiment finalement de retrouver non pas une famille, mais 2 familles. La voilà, la femme médecine. Oui.
Et là, évidemment, quand il se passe ce genre de rencontre, on sent tous les canaux de son être s'ouvrir et on n'a plus de doute. Je me revois m'agenouiller sur la terre sacrée, la terre qui m'a vu naître, et l'embrasser en gratitude et me dire, mais en fait, ce chemin de résilience, il en valait vraiment la peine. Ce sentiment d'être trop différente, pas comprise, pas acceptée, mais en final, pourquoi chercher sa place? Parce que tout est là, finalement. Tout a toujours été là. Et c'est là devant moi. Ma place est là. Et c'est vrai que lorsque j'ai rencontré ma famille biologique, quelques jours après, 5 jours après avoir rencontré les Arhuaco, après avoir vécu avec eux, parce que j'ai vécu quelques jours avec eux, il s'est passé quelque chose de l'ordre de la renaissance. Parce que je peux vous assurer que c'est très particulier de serrer dans les bras des personnes, des hommes notamment, ici mes frères, qu'on n'a jamais vus. C'est sûr. Et de les serrer dans les bras comme si on les retrouvait et qu'on ne les avait jamais quittés. Il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je reste en contact évidemment avec mes frères, avec la famille, avec les cousins, les cousines. J'ai un des frères qui est en déplacement en Espagne pour le moment. Ils ne sont pas encore venus. Ils sont toujours... Et l'autre frère est en Colombie. J'ai eu l'immense honneur de faire un chemin initiatique et d'aller à chaque endroit où ma mère avait posé les pieds, de pouvoir m'agenouiller au pied de sa dernière maison. Elle est décédée à 43 ans. Et de pouvoir la remercier et de lui dire que je lui pardonnais, évidemment. Elle n'avait pas le choix à ce moment-là. Vivait dans la précarité. Et finalement, elle m'a offert le plus beau des cadeaux, finalement. Et quel cadeau, finalement, de m'être offert ce voyage et d'avoir pu remercier tous les lieux. L'hôpital pédiatrique où je suis allée, voilà, les lieux où ma mère a travaillé. Elle a travaillé dans un restaurant. Je suis allée manger, je me suis assise dans ce restaurant et je me suis imprégnée de son énergie. Et j'ai remercié. Et j'avais vraiment à cœur de revenir dans le pays avec ce message signifiant qui finalement transparaît dans le livre L'autre monde. C'est ça qui est incroyable, c'est d'atteindre son but. Alors vous prenez L'autre monde, vous avez tout le temps tout au long de la lecture, ce message qui revient en boucle, écrit à l'âge de 12 ans, atteins ton but, incarne ta voix, atteins ton but. Alors c'est très, très curieux d'écrire ça à 12 ans, ou à 12-13 ans. Et aujourd'hui, là, comme ça, à genoux devant ma terre sacrée, j'entends l'enfant intérieur, la petite fille de 12-13 ans qui me dit et qui me glisse au creux de l'oreille, mais Claudia, tu as atteint ton but, tu incarnes qui tu es là. Et effectivement, j'avais à cœur de revenir sur cette terre sacrée et dans ma famille avec cette idée, c'était de mettre de la lumière sur l'obscurité, de montrer que de l'obscurité, tout pouvait arriver, tout pouvait naître. Et puis je fais un parallélisme avec la peinture de l'âme. Dans l'obscurité, c'est vrai aussi. Tout peut naître. Exact. Dans l'obscurité, vous allez trouver la lumière. Dans l'obscurité, vous allez faire briller vos couleurs. Et au final, c'est ce que je tâche de faire finalement depuis toute petite. Dans cette compréhension du jeu entre l'obscurité et la lumière. Wow. Cette histoire est incroyable. C'est une belle histoire. Ouais. C'est une très très belle histoire. Il faut l'écrire. C'est en cours d'écriture. Ah oui. Voilà, c'est en cours d'écriture. Mais alors, ouais. Quand vous ressentez des énergies aussi fortes, quand vous parlez de cette terre sacrée, de la Colombie, de ces Indiens que vous êtes allés visiter, etc., qui viennent vous confirmer que vous êtes cette femme de médecine, donc sans doute chamane, vous n'avez pas un peu le cœur entre deux rives, là ? Oui. Alors, on a cette sensation-là, effectivement. Alors, autant petite. Alors, je pense que parce que lorsqu'on est petit, voilà, on est vierge de toute croyance, de toute résistance. Donc, on s'autorise à ressentir. Toute petite, je sentais que j'étais entre les deux mondes, hein, très clairement. Autant là, adulte, après avoir revêtu toute ma vie 36 formes de croyances, de peur, d'injonction, de devoir être dans le conformisme, et puis qu'on découvre qu'au final, on est toujours cette petite fille entre les deux mondes. Oui, c'est quelque chose d'assez dingue, assez puissant. Et oui, au jour d'aujourd'hui, ce que je ne m'autorisais pas
avant, je me l'autorise pleinement. Je suis entre les deux mondes. Et j'ai envie de vous dire que ce qui est très drôle, c'est que finalement, mon prénom, parce que j'adore aussi la signification des prénoms, Claudia, ça vient du mot, donc l'étymologie du mot qui est Claudicus, qui veut dire le boiteux. Et au final, je souris parce que le boiteux, il a le pied entre les deux mondes. Et oui. Et ça prend tout son sens, finalement, de me dire que oui, aujourd'hui, j'accueille pleinement, de Claudie Loquet entre les deux mondes, d'être entre ces deux terres, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, peinture de l'âme, que j'ai d'ailleurs baptisée Almacita, qui veut dire l'âme et le rendez-vous, en espagnol, rendez-vous de l'âme, Almacita. Voilà, Almacita m'invite à être entre les deux mondes pleinement et à m'autoriser à être qui je suis réellement au jour d'aujourd'hui, cette femme entre les deux mondes, effectivement. Mais le cœur, votre cœur, il penche où? C'est une belle question. J'ai envie de dire qu'il est entre les deux. Mais alors, j'ai pas envie de dire qu'entre les deux, mon cœur balance. Parce que c'est faux. Le cœur, aujourd'hui, il est dans la matière. Il est pleinement dans la matière. Parce que je sais que de l'autre côté de cette matière, dans le subtil, il y a mon âme. Et aujourd'hui, à travers Peinture de l'âme, que je pratique depuis plus de 2 ans maintenant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien tel que l'ancrage, au final. Et que cet ancrage devait être nourri. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise la matière pour peindre l'invisible. Donc on utilise quand même une forme d'ancrage. Et pendant 2 ans, le subtil m'a invité à être ancrée plus que jamais. Et à voir mon cœur, et à relier mon cœur à la vie, pleinement. Et la vie, eh bien, c'est ici, c'est parmi nous, parmi vous, dans cet ancrage, sur cette terre. Et c'est ici que je dois œuvrer. Évidemment, je suis accompagnée par ce monde du subtil que j'accueille avec joie et évidemment, je m'incline avec beaucoup d'humilité parce que finalement, je ne sais pas. Je m'incline devant ce qui me dépasse, mais qui m'a accueilli pleinement. Mais aujourd'hui, mon cœur est là, en fait, en présence et dans l'ancrage pour pouvoir accompagner au mieux et permettre à toute personne de s'autoriser à être et à rêver. Oui. Quelle belle définition à la question que je viens de vous poser, qui était tellement délicate. Ouais. Où se situe votre cœur, votre âme, pour le coup? Est-ce que vous êtes plus en Colombie? Est-ce que vous êtes plus en Europe et en Belgique? J'ai ramené de la Colombie une part des ancêtres, une part ancestrale. Je trouvais ridicule quand j'étais enfant de porter des pareos, de porter les couleurs d'un pays que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je porte ces pareos avec une fierté indicible, parce que c'est là mon héritage, finalement. Vous avez des petites nièces, des petits neveux? Oui, bien sûr, à qui j'ai grandement envie de transmettre, vraiment. Moi, je dis bravo, c'est magnifique. J'aime, c'est pour ça que je fais ces émissions, c'est pour ça que je fais ces entretiens, ces échanges, parce que votre histoire, et on comprend pourquoi vous êtes dans art thérapeute, mais c'est tellement bien plus grand que ça. L'art-thérapie, c'est oui, bien sûr. Il y a des peintures, il y a des pinceaux, il y a un protocole, peindre dans l'obscurité, mais peinture de l'âme, je veux dire, ça veut bien dire que vous êtes vraiment à votre place et totalement connecté, quoi. Oui. Ça se ressent. Oui, alors vous savez, je ne vous aurais pas dit ça il y a 2 ans. En fait, c'est ça qui est étonnant, parce que lorsque je reçois un message lors de cette fameuse hypnose quantique, je tremble de peur et je me dis, mais je peux pas faire ça. Quelle légitimité m'habite pour pouvoir proposer un atelier de peinture de l'âme? Non, mais là, tout le monde a compris. C'est fou. À ce moment-là, je me souviens que j'ai peur, je tremble, et je vous avoue que la veille de mon premier atelier, alors déjà, j'hésite à le mettre en place, cet atelier. Je me dis, mais non, en fait, ça ne marchera pas. Ça n'a pas de sens. Et la veille de mon atelier, contrairement à tous les autres ateliers que j'ai pu proposer durant mes 8 années d'expérience en art-thérapie, je tremble, comme si c'était la première fois, comme si j'allais ouvrir le rideau et que j'allais monter sur scène. Mais je tremble et je ne sais pas pourquoi je tremble. C'est ça qui est fou.
Je ne sais pas ce qui m'attend. Alors déjà, je ne savais pas ce que j'allais mettre dans ces ateliers. Je réponds à un appel. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans les ateliers? On m'invite à travailler sur les couleurs, sur la puissance vibratoire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va émerger de cette première expérience? Et au final, je me dis, je trouverais bien 4 participantes qui voudront bien me servir de cobaye. Et je lance cet atelier en ligne. J'en fais la communication sur les réseaux sociaux. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas, que je terminerai l'année avec plus de 200 participants sur 3 pays à animer Peinture de l'âme. Magnifique. Alors que la veille, je tremblais. Bravo. En plus, vous êtes une conteuse. Oui. Vous racontez bien les histoires. Vous avez une très, très belle élocution. Vous avez une très belle diction. Vous êtes une belle âme, ça se sent. Et ça me touche vraiment profondément. Et je pense qu'au travers de ce que vous venez de partager avec nous, avec la sincérité avec laquelle vous dites les choses, je pense que les gens qui regardent cette émission seront évidemment touchés. Et dans les commentaires, ça va suivre. En tout cas, Peinture de l'âme, rendre visible l'invisible. Comment est-ce que... il y a votre site internet, on le met en dessous de la vidéo, bien évidemment. Il y aura des sessions, j'imagine, régulièrement. Bien sûr. Voilà, il y a des sessions qui sont organisées régulièrement. Alors, Peinture de l'âme évolue, évidemment. Je co-crée avec d'autres thérapeutes. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a 3 formats. Il y a Peinture de l'âme dans sa version originale. Il y a Peinture de l'âme et Chant de l'âme. Je suis accompagnée par une sonothérapeute qui vient chanter sur l'expérience et qui met de la musique. Il y a Peinture de l'âme et Message de l'au-delà. Je suis accompagnée d'une médium qui vient canaliser les messages du subtil durant l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir faire des sessions en Belgique, en France, au Luxembourg également. Et puis prochainement, en France, ça va être une toute première pour moi. Gratitude. Donc c'est à 1 heure de Paris. Et c'est dans une abbaye qui a été désacralisée, mais qui ouvre ses portes pour faire vivre cette expérience. Et je pense que ça va être encore autre chose que de pouvoir animer cette expérience peinture sur un chevalet debout, en peinture intuitive, dans cet espace cadre sacré, exceptionnel, dans bien cet sûr, espace sacré. évidemment. On va mettre tout cela autour de la vidéo. Merci infiniment, Claudia. Bon retour en Belgique. Merci. Je suis étonné que vous ne m'ayez pas dit que vous alliez faire Peinture de l'âme en Colombie. Eh bien, je souris parce qu'au début de l'année, un de mes contacts qui ne m'avait plus recontacté il y a 4 ans, puisque ça fait 4 ans que je suis partie en Colombie, est venu à moi. Il faut savoir que c'est une dame qui est en connexion avec les Arhuacos. Et elle m'a dit, mais Claudia, tout ce que je vois, tout ce que tu fais, c'est complètement dans nos énergies. Il faut que tu viennes animer quelque chose ici en Colombie. Je pense que la boucle est bouclée. Magnifique. Merci infiniment, Claudia. À tout grand merci. Gratitude. C'était vraiment hyper touchant. Vous commentez, évidemment, s'il vous plaît, partagez. Et puis, dites-nous ce que vous avez pensé de tout cela, de cette histoire incroyable, de ce parcours de vie qui motive encore toute la rédaction à faire des émissions dans cette belle énergie-là et dans cette belle manière de se raconter. Merci infiniment, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.